L'inauguration de l'exposition Le corps transformé a attiré des centaines de personnes, dont évidemment le premier ministre Jean Chrétien. Une exposition qui a coûté cher et qui a demandé beaucoup d'heures de travail, comme nous l'explique Pierre Delavoye. Et je voudrais remercier en particulier Robert Trudel et Pierre Théberge. J'étais pris entre les deux. Robert Trudel, le directeur général de la Cité de l'énergie, a donc dû faire affaire quelquefois avec le premier ministre du Canada, Jean Chrétien, pour réaliser ce projet de 8 millions de dollars. Cela a donné des résultats puisqu'Ottawa souscrit 5 millions pour l'aménagement de l'exposition Le corps transformé. J'allais broyer son épaule et essayer d'en avoir plus. Puis M. Théberge disait, faut pas en mettre plus parce qu'il faut respecter les budgets. Que ces gens de Cité d'énergie aient pensé à nous pour faire un espace extraordinaire, exceptionnel dans tout le pays pour présenter des œuvres d'art. On ne peut pas demander mieux. C'est vraiment extraordinaire et surtout placé ici, en plein milieu de Québec. C'est à moitié chemin entre Montréal et Québec. C'est 1h15 de Québec, 1h30 de Montréal. Alors les gens vont pouvoir venir et c'est des bâtisses historiques. Et le truc, c'est de savoir quoi faire avec. Le court délai depuis le début de 2003 pour réaliser ce défi aura finalement été la plus grande difficulté. Il n'y avait pas grand monde qui croyait qu'on réussirait à arriver à temps dans les délais si courts qu'on avait, mais avec l'équipe qu'on a eue, on a réussi. Chose certaine, les commentaires sur cette exposition de haut niveau sont unanimes. J'ai vu de Tate Gallery, plusieurs musées dans cet esprit-là, mais c'est le plus beau. C'est le plus beau. J'ai l'impression de vivre un rêve et ma seule crainte, c'est de me réveiller. Des milliers de personnes du Québec, du Canada et même de l'étranger viendront visiter cette exposition Le corps transformé. Et puis, le partenariat avec le Musée des beaux-arts du Canada n'est pas terminé. Au cours des 4 prochaines années, d'autres expositions seront présentées. Pierre Delavoye, Radio-Canada, Shawinigan. À Trois-Rivières, maintenant, les délibérations au procès d'Alain Morissette sont amorcées depuis 15 heures cet après-midi. Les 12 jurés doivent décider si Morissette est coupable d'homicide involontaire coupable. Karine Bastien a passé la journée au palais de Justine. Alors, Karine, les délibérations sont toujours en cours au moment où on se parle présentement. Oui, les 12 jurés continuent de délibérer. Ils ont demandé il y a quelques minutes de visionner de nouveau les 3 témoignages de la défense pour l'alibi d'Alain Morissette. Témoignages qui confirment que M. Morissette était chez lui à l'heure du crime. Je vous rappelle qu'Alain Morissette est accusé d'homicide involontaire coupable de Gilles Marin, un commerçant de voitures usagées, un métier qui exerçait aussi l'accusé. Et les événements seraient produits le 27 juillet 1997 autour de 21h, 21h30. La victime a été retrouvée battue à mort à coups de poing et à coups de pied en face de sa propriété située sur le boulevard Raymond à Trois-Rivières. Sur le terrain de la victime, les policiers ont retrouvé le téléavertisseur et un trousseau de clés appartenant à l'accusé. Aujourd'hui, le juge a donné ses instructions aux 12 jurés depuis maintenant 3 heures. Donc, on attend toujours un verdict. Je vous laisse entendre là-dessus l'avocat de la défense. C'est un beau procès, c'est intéressant. Les jurés ont commencé à délibérer à 3 heures. C'est entre les mains maintenant et c'est très difficile de savoir quand le verdict va être rendu. À chaque fois, chaque procès que je fais devant le jury, c'est jamais la même chose. Donc, les 12 jurés vont délibérer jusqu'à 18h30. Par la suite, ils prennent une pause. Ils vont recommencer leur travail demain matin, 9h. Voilà, ce dossier, bien sûr. Merci, Karine. Je vous en prie. À Trois-Rivières, maintenant, Kruger-Wayagamack, les travaux de mise en place d'une machine pour la fabrication de papier couché, papier glacé si vous préférez, sont sur le point d'être complétés. C'est toute une affaire, hein? On parle d'un projet de 416 millions de dollars. Michel Bordelot, pas mal pour une usine qui était sur le point de fermer ses portes il y a ça pas si longtemps, là. On se souvient des difficultés de l'usine Wayagamack du temps où elle appartenait à Abitibi Consol. Alors, il semble que tout ça soit maintenant dans les méandres du passé, si vous me permettez l'expression, puisque ce joyau de la haute technologie est sur le point d'être mis en service. Alors, j'ai préparé ce reportage que je vous propose où je vous donne tous les détails, Caroline, en compagnie de mon collègue Paul Bornet. On regarde ça. Merci, Michel. Au revoir. Dès le mois d'octobre, la machine numéro 4, telle qu'on la désignera, fabriquera à chaque année 200 000 tonnes de papier glacé pour les catalogues et les magazines.
Un papier d'une qualité supérieure à ce qui se fait de mieux présentement selon Kruger et qui permettra à l'entreprise de se maintenir dans le peloton de tête avec ses éternelles rivales, les sociétés UPM Kymmene de Finlande et International Paper des États-Unis. Faire un papier de très haute qualité au plus bas prix possible et avoir la plus grande gamme de produits pour être capable d'intéresser les clients, des gros clients américains. L'installation de la nouvelle machine, complétée à 75 %, donne un souffle nouveau à l'usine Wayagamack de Trois-Rivières, qui éprouvait beaucoup de difficultés à l'époque où elle ne songeait qu'à la fabrication de papier pour annuaires téléphoniques. 500 emplois sont consolidés et plus de 100 autres créés avec l'arrivée de la machine. Avec la technologie qu'on a, on va avoir 7 opérateurs par quart, plus des groupes de soutien en entretien. Et puis, c'est des procédés très complexes avec des très hauts degrés d'automatisation. Donc, il faut que les gens soient très bien formés. 235 000 heures sont nécessaires pour former les employés, c'est-à-dire 8 millions de dollars, l'équivalent de 100 personnes à temps plein pendant 1 an. L'avantage, c'est que pour fabriquer la même quantité de papier que sur une machine comparable, on aura besoin de la moitié des employés. Michel Bordelot, Radio-Canada, Trois-Rivières. Et ça ne va vraiment pas bien du côté de l'urgence de l'hôpital de Trois-Rivières. L'urgence connaît présentement un important débordement, mais le gros problème, c'est que 25 patients sont en attente d'hospitalisation. Divers intervenants de la santé, dont les gens de la régie régionale, se sont rencontrés aujourd'hui pour tenter de trouver des solutions à court terme. En attendant, la direction de l'hôpital de Trois-Rivières demande aux gens d'éviter de se rendre à l'urgence et de se rendre dans des cliniques sans rendez-vous. Je respecte, oui, qu'on puisse sensibiliser les gens, leur donner la chance de s'exprimer. Ça, c'est un respect qu'on doit avoir envers les citoyens. Mais quand on regarde l'ampleur de ce que ça peut apporter, il faut aussi s'arrêter à ça parce qu'il y aura une facture à payer tout à l'heure. Et qui payera la facture? Je pense que c'est ça aussi. Alors, on vient tout juste d'entendre la mairesse Lise Landry qui est un peu inquiète à la suite du dépôt du second projet de loi sur les diffusions municipales. Et justement, pour faire le point sur la question au centre de la Mauricie, on rejoint à l'instant un collègue du quotidien Le Nouvelliste, Martin Franqueur. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Alors, Martin, est-ce que Lise Landry a raison de s'inquiéter? Est-ce qu'il y a un vent de protestation qui se lève présentement au centre de la Mauricie? Bien, très certainement. Il y en a un et il est probablement plus fort que dans la nouvelle ville de Trois-Rivières. À Shawinigan, on a vu rapidement s'organiser des groupes, des poches de diffusion, si on peut dire, là, dans certains secteurs, particulièrement à Grand-Mère, Saint-Georges, Saint-Jean-des-Piles et Lac-à-la-Tortue. Alors, évidemment, on sait que les gens, pour aller en référendum, devront tout d'abord obtenir 10 des gens qui ont le droit de vote là, avant d'aller en référendum. Est-ce qu'il y a des possibilités au centre de la Mauricie? On se souvient, entre autres, Martin, de la rivalité qui opposait Grand-Mère et Shawinigan. Oui, bien, pour ce qui est de la procédure d'enregistrement, dans certains secteurs où la grogne ou le sentiment anti-fusion est peut-être un peu plus fort, comme à Grand-Mère, ça va peut-être être difficile parce qu'il y a quand même, je pense qu'on a besoin de 1100 ou 1200 signatures, 10 de la population. Donc, dans d'autres secteurs comme Saint-Jean-des-Piles, qui ont une très faible population, Lac-à-la-Tortue, à ce moment-là, ça va peut-être être plus facile. Par contre, du côté de Grand-Mère, où on a besoin du plus grand nombre de signatures, bien, il faut compter aussi sur l'éternelle rivalité qu'il y a eu entre Grand-Mère et Shawinigan. Et ça pourrait avoir un effet. Semble-t-il que les gens, le comité anti-fusion à Grand-Mère est passablement bien organisé, est déjà au travail. Même chose du côté de Saint-Georges, où on est déjà prêt à obtenir les signatures nécessaires. Chose certaine, Martin, s'il y a un divorce, il y aura forcément des conséquences là, pour les contribuables. Oui, les coûts risquent d'être élevés. Il faudra voir du côté de la taxation, la fiscalité d'agglomération. Les citoyens vont continuer à payer pour des services dont ils bénéficient, et même si ce n'est pas sur le territoire de leur ville défusionnée. Alors, il faut tenir compte de tout ça. La procédure en tant que telle est aussi assez coûteuse. Il faudra voir de quelle façon les élus municipaux vont gérer tout ça. Alors, on va suivre ça de près, évidemment. Merci beaucoup, Martin Franqueur. Ça fait plaisir. Et puisqu'il est question de diffusion, nous vous avons présenté hier soir un reportage sur la coalition des citoyens de Cap-de-la-Madeleine, qui a un dossier d'ailleurs qui a des suites aujourd'hui. Le cabinet du maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, veut entrer en communication avec le porte-parole de cette coalition, Jacques Sirois. Le maire Yves Lévesque a l'intention de rencontrer M. Sirois pour parler avec lui du mouvement de diffusion qui prend forme dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.
La police de Trois-Rivières a effectué 3 perquisitions tôt ce matin dans le secteur du Rochon. Divers stupéfiants ont été saisis et 4 personnes ont été arrêtées. Ils devraient comparaître demain au palais de justice de Trois-Rivières. La police a trouvé dans 3 résidences de la cocaïne, du PCP et du hashish. Elle parle d'une saisie majeure, mais ne peut l'évaluer pour l'instant. L'Office du tourisme et des congrès de Trois-Rivières a un nouveau visage installé dans un local devenu exigu de la rue Notre-Dame. La ville de Trois-Rivières a dégagé une somme supplémentaire de 65 000 $ au budget annuel d'opération pour permettre de meilleures conditions de travail. Les locaux de l'Office ont été agrandis en ajoutant notamment un étage à l'espace déjà occupé. Les 55 personnalités désignées tête d'affiche au cours des 12 derniers mois ont été honorées hier soir. Un prix coup de cœur a été décerné à l'enseignante Somali Keuk. Les têtes d'affiche ont fait l'objet d'une présentation vidéo et sont repercées avec un laminé de l'article oublié, publié sur Eux Voilà dans le quotidien Le Nouvelliste. L'initiative menée en collaboration avec la télévision de Radio-Canada Mauricie se poursuivra cette année. Elle vise à reconnaître le travail d'hommes et de femmes qui sont fortement engagés dans leur milieu. Et la Journée nationale des Autochtones qui sera célébrée le 21 juin a fait l'objet d'activités spéciales aujourd'hui au centre fiscal de Shawinigan. Des membres de diverses communautés étaient sur place pour parler concrètement de leur culture et de leurs coutumes. Au menu, rituels de purification, dégustation de mets traditionnels, conférences et expositions. La présence d'honneur de l'événement avait été confiée au grand chef de la nation Wabanaki, Daniel Nollet. Le but de la journée était de mieux faire connaître la culture autochtone dans la région, comme le précise le porte-parole de l'événement. C'est pour démystifier les conflits, les étiquettes sociales qui sont accrochées à ces gens-là, une belle image, la culture autochtone en fait, car nous vivons conjointement ensemble depuis 300 ans, depuis et même de plus. Là. Et je pense que c'est une belle occasion de souscrire le 21 juin, la Journée nationale des Autochtones, de faire un pont entre deux nations en fait. Et à la chronique culturelle, Josée Bourassa, on revient sur l'exposition Le corps transformé. Oui, parce que j'ai recueilli pour vous les commentaires des gens qui ont assisté à l'inauguration de cette exposition. Puis je vous parlerai d'un événement à Pointe-du-Lac qui en est à sa 4e édition. Merci beaucoup, Josée. On se retrouve tout de suite après la pause. À plus tard. Après la pause, il sera également question de la poursuite du scandale qui touche la famille du gardien de but, José Théodore. Ne ratez pas vos sorties. Prenez le contrôle avec le nouveau pneu Precept Touring de BF Goodrich, en vente chez Canadian Tire. Tous les voyageurs à destination de Mexico, Rome, Athènes et Honolulu sont priés de se présenter chez Pizza Hut. Tous les voyageurs chez Pizza Hut. Nos nouvelles pizzas à croûte mince fraîchement préparées sont offertes en 4 délicieuses saveurs internationales. Grecque, hawaïenne, mexicaine et italienne. Dernier appel pour un savoureux repas à partir de seulement 10,99. Merci. Bourré de plaisir, composé 310 10 10 Pizza Hut. Maîtrisez votre attirance pour les courbes. Prenez le contrôle avec les... Très usuaire qui met en cause, je vous le rappelle, 6 membres de sa famille. Le gardien de but n'est même pas sous enquête. Cela dit, les policiers vont interroger 200 présumées victimes du réseau criminel de prêteurs. Alexandre Dumas nous en dit davantage. Pendant que les membres de la famille Théodore et leurs acolytes étaient remis en liberté dans une sorte de cirque médiatique, sous promesse de comparaître, les policiers menaient encore plusieurs frappes. Les perquisitions se sont poursuivies jeudi, les enquêteurs étant à la recherche de preuves documentaires supplémentaires et d'effets bancaires provenant de bon nombre de comptes de banque appartenant à Ted Nicholas Théodore, ses fils Rock, Frank, Teddy Jr. et Nicky. Les policiers de la division du crime organisé devraient faire appel à des jurys comptables pour étayer leurs preuves soutenant la thèse de l'association de malfaiteurs qui justifierait des accusations de gangstérisme, les plus graves qui pourraient être portées contre le réseau. La police se refuse toujours à identifier par contre formellement les suspects arrêtés. José Théodore, dans le cadre de l'enquête sur les prêts horaires, n'a pas été rencontré par nos policiers et nous ne prévoyons pas le rencontrer. José Théodore ne fait l'objet d'aucun
processus judiciaire présentement au niveau du service de police de la Ville de Montréal. On veut aussi faire la preuve de l'acquisition de biens saisis avec l'argent de la criminalité, ce qui signifierait une éventuelle saisie de bon nombre d'actifs déjà gelés appartenant à des compagnies ou des individus directement visés par l'opération policière de mercredi. À Ville dans la rue, on peut parler entre 2 et 3 millions en argent comptant. On parle d'environ 200 victimes selon ce que l'enquête nous a permis de révéler jusqu'à maintenant. Quant à la jeune vedette sportive, elle ne devrait pas être interrogée par les policiers, car rien à ce stade-ci ne permet de le relier aux activités de ses pères et frères. Le jeune Théodore conserve un silence que plusieurs qualifient d'inquiétant. Chez ses proches, on déplore qu'il soit ainsi éclaboussé. Plus qu'éclaboussé au passage, le jeune athlète pourrait sortir de l'ombre au cours des 48 prochaines heures et tenir une conférence de presse, histoire de faire s'estomper toutes les supputations, toutes les hypothèses, toutes les rumeurs les plus fantaisistes qui peuvent retomber sur lui. Alexandre Dumas, Radio-Canada, Montréal. Et la Fédération des omnipraticiens fait preuve d'optimisme. Elle prédit qu'on pourra éviter la crise dans les urgences cet été, y compris à Shawinigan. La Fédération affirme qu'elle a maintenant les outils nécessaires pour faire face à toutes les situations. Louise Baudouin. On se souvient de la crise de l'été dernier causée par la fermeture de l'urgence de l'hôpital de Shawinigan. Eh bien, la Fédération des médecins omnipraticiens pense qu'il n'y aura pas de rupture de service cette fois-ci dans les urgences du Québec. Les problèmes que l'on vit actuellement ne sont pas similaires à ceux que nous avons vécus à l'été 2002. Les crises n'ont pas la même acuité. À Joliette, il y a toujours 3 médecins qui démissionnent de l'urgence le 1er juillet, mais on a réussi à combler la plupart des gardes de l'été. Il y a des médecins qui, nonobstant que c'était l'été, se sont étirés. Il y en a qui ont modifié leurs activités, annulé leurs vacances. Alors, Joliette ne vivra pas de rupture au sens qu'il va toujours y avoir au moins un médecin à la salle d'urgence. Il reste cependant 130 quarts de travail à combler, surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Dolbeau, Jonquière et Labbé. La Fédération dit garder en réserve une vingtaine de médecins pompiers qui peuvent se déplacer à quelques heures d'avis. Il est évident que si à quelques heures d'avis, Dolbeau nous disait, écoutez, là, on n'a pas trouvé, là, on va utiliser notre pompier, là, on ne laissera pas la salle d'urgence fermée. Pour ce qui est de Shawinigan, l'urgence reçoit toujours l'aide des médecins de l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil et le même genre de parrainage se fait maintenant entre les médecins de l'hôpital de Lévis qui aident ceux de Saint-Georges-de-Beauce. Ça l'a aussi permis de faire en sorte que les dépanneurs qui allaient à Shawinigan avant sont disponibles pour aller ailleurs au reste de la province. Ça a été un des effets indirects au niveau du jumelage. Pour la Fédération des médecins omnipraticiens, toutes ces mesures devraient éviter des fermetures d'urgence cet été. Louise Baudouin, Radio-Canada, à Montréal. Et après la santé, on passe maintenant du côté de l'éducation. Le milieu est loin d'être satisfait des explications du ministre Pierre Reid, qui nie que des compressions seront imposées aux écoles. Les commissions scolaires demeurent convaincues que le budget Séguin se traduit par des coupures de 90 millions de dollars. Sophie Langlois. À un égard, j'estime que nous avons été dupés. Les commissions scolaires se disent stupéfaites de découvrir qu'elles devront absorber des compressions de 90 millions, ce qui équivaut à l'abolition de 1500 postes de professionnels. L'éducation a pourtant obtenu 400 millions de plus dans le budget Séguin. Mais selon les commissions scolaires, c'est insuffisant pour payer les coûts de système, comme les hausses salariales et le chauffage. Le budget actuellement prévu ne couvre pas les coûts de système et impose des coupures de l'ordre de 4,8 millions. Il n'y a pas de compression dans le réseau d'éducation. Nous avons néanmoins été amenés à faire des choix difficiles que je ne peux pas qualifier de compression. Le ministre dit que si certaines commissions scolaires ont de la difficulté à boucler leur budget, c'est qu'elles ont été imprudentes en embauchant des professionnels sans savoir si elles auraient l'argent pour les payer l'an prochain. Des accusations de mauvaise gestion qui choquent les commissions scolaires. Oui, ça nous heurte. Ça nous heurte. Écoutez, parce qu'on est là pour travailler pour les élèves, la jeunesse, notre avenir. C'est une disqualification de ce gouvernement quant à la gestion de la chose publique. C'est pas vrai que l'éducation, c'est une priorité. La présidente du syndicat des enseignants accuse carrément le premier ministre Charest et le ministre Reid de mentir à la population. Les syndiqués sont aussi furieux d'être écartés du comité qui va piloter la réforme scolaire. On va mettre en place un comité de pilotage. A-t-on déjà vu un avion partir avec 50 pilotes, pas de mécaniciens, pas d'agents de bord, pas de préposés aux billets?
On ne s'occupe pas des gens qui la font, la réforme. On fait face à des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Le ministre de l'Éducation a aussi réussi à insulter beaucoup de monde en déclarant lors de ce discours que nul n'est assez intelligent pour comprendre toute la complexité de la réforme scolaire. Sophie Langlois, Radio-Canada, Québec. Le centre-ville de Trois-Rivières sera animé plus que jamais cet été. La Corporation de développement culturel de Trois-Rivières a confié à l'entreprise Showtime International le mandat d'animer la rue principale. Cette entreprise toute trifluvienne, dirigée par Claude Trudel, aussi propriétaire du pub en ville, offre une programmation très diversifiée. Du 11 juillet au 31 août, des activités sont prévues à compter de 18h30 les vendredis et samedis. Parmi les activités, parade pour enfants, magicien de rue, chansonnier, du cinéma en plein air au parc portuaire et même un karaoké. On veut attirer les gens, puis on veut les attirer aussi près du fleuve, contrairement aux autres années où l'animation se passait surtout dans la partie en avant, près de Royal, entre Royal et Notre-Dame. Là, on veut les attirer près du fleuve. Et c'est vraiment nouveau. Moi, j'ai vu des résultats très tangibles de ça ailleurs, dans d'autres villes où on faisait du cinéma en plein air. Et les gens aiment ça. Ils aiment ça, sortir de la maison, s'asseoir, regarder un film. En plus, avec le fleuve en background, ça va être de toute beauté. Alors, José, on revient sur l'inauguration de l'exposition Le corps transformé. Tout le gratin y était, vous y étiez également, et vous avez rencontré des gens, ma foi, vraiment bouleversés par ce qu'ils avaient vu là. Voilà, Caroline, donc c'est une foule absolument impressionnante que j'ai rencontrée aujourd'hui. Des gens aussi qui ont le privilège d'assister à des expositions de grande envergure dans des musées de renom à travers la planète. J'ai donc recueilli leurs commentaires que voici. Bien, aujourd'hui, je suis très émue, premièrement parce que mon père travaillait dans ces murs pendant tant d'années pour l'Alcan. Alors, quand ils disent « les murs nous parlent », c'est vrai parce que je pense à lui tout le temps quand je suis ici. Puis j'avais visité l'exposition hier, puis j'en revenais pas d'avoir tant de beauté à Shawinigan. Oh, moi, lorsqu'on entre dans la salle et qu'on voit là, la tête là, du bébé qui est là, c'est tellement réel qu'on dirait même qu'il y a une petite larme là, sur le bord de la paupière. Et aussi, il y a une autre sculpture qui est une vieille dame qui est couchée. Alors, ça me rappelle, moi, quand je vais voir ma mère à la résidence Saint-Maurice, que j'arrive dans sa chambre, qu'elle est toute recourbée sur elle-même. On a le goût d'y prendre dans nos bras. J'ai la même impression lorsque je vois cette sculpture-là. C'est fantastique et je suis content d'avoir un projet semblable dans la région de la Mauricie. Bien, c'est beaucoup d'émotions. Je suis fière, je l'attendais. Quelle belle réalisation à Shawinigan, dans notre Mauricie. Ce qui est impressionnant, c'est de voir toutes ces œuvres qui sont autour de nous ici, hein, qu'on a vues peut-être à Paris. Moi, j'en ai vu plusieurs. Le musée Rodin, je le connais presque par cœur. Et de les voir en Mauricie, de les voir dans un autre site, c'est extrêmement impressionnant. Ils ont fait du beau travail. M. Trudel, bravo, c'est lui l'initiateur de ça. La façon dont c'est présenté. Et l'association Industrie et Culture, moi j'ai toujours prêché pour ça. Et l'association Industrie et Culture, c'est l'exemple parfait. Je pense que les gens vont venir de partout pour voir ça. Ça a l'air effectivement magnifique, José. Il faut dire que la mise en place de cette exposition a demandé tout un tour de force, comme on le voyait dans le reportage de Pierre tout à l'heure. Effectivement, parce qu'évidemment, il y a les œuvres qui sont exposées, il y a l'aménagement de la salle, mais imaginez, il y a toute cette partie qu'on ne voit pas, qui est nécessaire à la présentation d'une exposition telle que celle-là, comme nous en parle Robert Trudel. Partout autour de nous, au plafond, sur les murs, il y a des caméras, il y a des systèmes de détecteurs d'ondes, il y a aucun système qui existe qui ne sont pas ici. Il faut respecter des températures, il faut respecter des degrés d'humidité avec des variantes qui sont extrêmement minimes. Et ça, c'est surveillé par des systèmes de computers à la journée, jour et nuit.
Merci beaucoup, Josée Bourassa. Merci, Caroline. Au revoir. Alors voilà, c'est ce qui complète notre bulletin d'information. À ne pas manquer, ce soir, 22h, Stéphane Bureau anime son tout dernier téléjournal. Et on se laisse sur des images d'un ensemble musical bien spécial. Il s'agit du Wemontashi Senior, un groupe qui a offert une prestation aujourd'hui au Centre fiscal de Shawinigan. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée sur les ondes de Radio-Canada Mauricie. Demain, c'est Marie-Claude Roy qui sera là. Au revoir. Saviez-vous qu'à la construction de votre maison, vous pouvez économiser gros sur les systèmes? Tout d'un coup. Si vous aimez le cinéma, vous aimez les courts-métrages. Un court-métrage, c'est une histoire, un clin d'œil, un espoir, un soupir qui nous transporte ailleurs en 2 temps 3 mouvements et nous ramène chez nous tout d'un coup. Nous vous proposons à chaque semaine de vous laisser séduire ou saisir par l'univers de 24 auteurs québécois. Au programme aujourd'hui, 3 œuvres qui nous parlent de souvenirs, d'enracinement, d'enfance. Tout d'abord, un très court film de Martin Cadotte, 90 secondes d'existence. Le réalisateur originaire de Québec se demande où, quand et comment l'imaginaire vient au monde. Quand mes parents venaient jouer aux cartes avec elle le dimanche après-midi, je m'installais sous la table. Laurence Amélie Montpetit, qui a grandi à Val-David, nous propose quant à elle son documentaire sur le mime québécois Claude Saint-Denis, aujourd'hui décédé. Elle l'a connu toute petite. Il lui enseignera l'art du mime. Devenue cinéaste, c'est elle qui le met en scène dans plusieurs courts-métrages qui témoignent de la grande complicité qui les unit. En amour avec l'amour, Claude Saint-Denis, acteur mime, nous transporte dans un voyage introspectif de la mémoire pour ensuite passer au questionnement, au doute, à l'espoir, à l'héritage. Ça remonte à loin. Bon, enfin, à loin. C'est pas tellement loin, mais c'est loin pour moi. Stéphane Miljevic nous emmène dans un monde étrange et poétique, comme il sait si bien le faire. Kim Yaroshevskaya, que nous avons tant aimé enfant freluche, joue le rôle-titre de Sonia, une vieille dame qui, grâce à une poupée, retraverse le pont des années. Un court extrait, et nous revenons avec du cinéma tout court. Elle me suit partout. La semaine, le week-end, elle fait partie de ma vie. Vous savez, je pourrais même plus m'en passer. Automobile. Il n'existe qu'une seule photo de moi enfant. Qu'un seul point de repère qui me dit que j'ai existé avant. Je suis né quand le flash s'est allumé. Ma vérité enfant était celle des adultes de ma rue. Monsieur et Madame Patry, les vieux messieurs Lavallée, Madame Bégin. Chez elle, il y avait de beaux bibelots en verre, des oiseaux, des étoiles, des lunes en porcelaine. Quand mes parents venaient jouer aux cartes avec elle le dimanche après-midi, je m'installais sous la table. J'étais fasciné par l'accoutrement qu'elle portait sous sa robe. J'examinais longuement ses installations féminines. Dans ma tête, sa gaine était un costume de parachutiste. Et je la soupçonnais de faire des sauts sans m'en parler. Ce fut la toute première manifestation de mon imagination. Aujourd'hui, je vis ma vie en étranger. Je suis comme en exil dans la vie des autres. Je ne sais plus si je suis une image, je ne sais plus si c'est moi qui regarde ou qui suis regardé. Parfois, je me demande si je n'ai pas existé seulement le temps d'un jet de lumière.
À chaque fois que je vois cette image, c'est le commencement du monde. On est une fois, on peut renaître. C'est toujours le commencement du monde. La mort viendra en son temps. Entre-temps, je veux renaître quotidiennement. Ça remonte à loin. Bon, enfin, à loin. C'est pas tellement loin, mais c'est loin pour moi. Elle m'attachait le poignet avec une corde à son poignet à elle. Puis elle me disait, il faut que tu restes avec moi, sinon les gens du cirque vont te voler puis vont faire un clown avec toi. Et puis on marchait sur la rue Ontario. Tout ce cirque qui déambulait devant moi, des clowns partout. Et le soir, on entrait à la maison. J'allais me coucher et je laissais ma fenêtre ouverte en rêvant qu'un clown vienne me voler pour que je puisse partir dans le cirque. C'est jamais arrivé, bien entendu. Et le temps a passé. Jusqu'à ce qu'un jour, à la maison, on a apporté un projecteur de cinéma, un vieux projecteur, pour on envoyait des vieux films muets sur le mur dans le salon, sur un drap. J'avais jamais vu de cinéma. Ça m'avait fasciné d'avoir ces images qui bougeaient. Et tout à coup, c'était Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Le choc. Charlie Chaplin. Maman. C'est de sa faute. Et le temps a passé. A passé beaucoup. Il faut toujours refaire. Mime. Mimos. Mimos qui signifie imiter. Imiter la vie. Observer. La transposer sur la scène. Communiquer l'émotion. Moi, j'ai mon corps pour m'exprimer avec. C'est mon instrument. Faut que je parte de mon intérieur puis le projeter à l'extérieur. Bouger sa main. La main qui est partie du plexus solaire qui se répand dans l'épaule, au coude, au poignet, puis qui se termine au bout des doigts, jusqu'au bout. C'est comme une marée qui monte, lancée loin. Et puis ça me revient en face. Encore méquier. Pour la 3000e fois. Changer de face, puis prendre la peau d'un autre, puis en restant moi-même. Des fois, je suis tanné. C'est assez bizarre, je suis écœuré. Je suis écœuré, puis à chaque fois que je le fais, ça me fait du bien. Je vais peut-être finir par aller jusqu'à l'écœurement total, puis je retournerai sur scène encore une fois, puis je le referai. Je pourrais pas arrêter. C'est impossible. C'est une drogue. C'est toujours dans l'espoir que ce soit la meilleure, la plus grande et la plus forte. Pour aller jusqu'au bout. Au bout, là où on n'arrivera jamais. Enfin, l'été arrive avec les spéciaux croûtes.
Je t'aime bien. On sera toujours amis. Tu veux? Ou si tu préfères, on sera sœurs. Notre mère est partie en voyage. Voilà. Et c'est ta journée de mariage. Maintenant, on prépare ton mariage. Non, il n'était pas très beau, ni très grand. Il avait peur des gens. Mais elle l'aimait. La femme était très amoureuse de lui. Tu as froid, Sonia? Non. Et puis... Et c'est comme ça que ça s'est passé, alors. En secret. La femme avait un mari, un autre. Elle rencontrait son amoureux sans que personne ne sache. Elle voulait un enfant de lui. Il aimait les couteaux. Mais il n'en avait qu'un seul, avec des incrustations sur le manche. Quand la femme est tombée enceinte, il lui a donné. C'est le dernier souvenir qu'elle a de lui. Il avait les yeux noirs. Des yeux noirs? Oui. De beaux yeux noirs. Elle est partie avec sa poupée. Et c'était sa poupée. Non, ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un rêve. Tu t'es endormie avec la poupée dans tes bras. Elle rencontrait son amoureux sans personne ne sache. Madame! Madame! Je viens vous chercher pour le souper. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Sonia. Ce n'était pas un rêve. Bien sûr, tu t'es endormie. Bien sûr que tu t'es heureuse. Tu t'es endormie de bonheur. Tu t'es endormie de bonheur. La Cité de l'énergie de Shawinigan, une visite renouvelée. Participez à la course à l'hydrogène. Explorez le corps transformé. Redécouvrez la centrale Shawinigan 2. La Cité de l'énergie, la destination familiale par excellence au Québec. Riverain Pizzeria vous invite à passer au salon. Pour une réunion d'affaires ou un bon repas en famille, Riverain Pizzeria vous accueille dans un salon privé pouvant accueillir de 15 à 50 personnes. Riverain Pizzeria, boulevard Sainte-Madeleine, Cap de la Madeleine. Pour nous amuser, nous avons monté un petit court-métrage de l'aventure de tout d'un coup. Même avec la meilleure des idées, il nous faut l'accord d'un télédiffuseur. C'est à Radio-Canada Québec que nous avons finalement trouvé celui qui a eu l'audace de nous appuyer. Ben beau tout ça, mais il faut aussi recevoir et visionner des cassettes de tous les coins du Québec. Et il y en a. Décision prise, nous devons choisir les photos et connaître les auteurs afin de mieux les présenter. Beau, pas beau. Puis on fait un plan de tournage. Petit film ou grand film, il nous faut un décor. Pourquoi pas un bureau? Celui du producteur ferait l'affaire? Mais encore. Toute l'équipe se met de la partie. Comptable, administrateur, recherchiste, script, on cherche, on cherche. Des caméras? Bonne idée, c'est une émission de court-métrage. Dans le petit studio de nos partenaires à Québec 7, on enlève les anciens décors et on installe les lumières. Pas de lumière, pas de cinéma. Mais c'est pas tout. Il faut planifier le montage, prévoir les effets spéciaux, les textes à l'écran, ordonner les films choisis. Pendant ce temps-là, électriciens et techniciens font leurs tests. Toujours à changer avec les nouvelles idées du réalisateur. Et il faut des bras pour transporter nos accessoires, les éclairer minutieusement, choisir l'angle, trouver l'ambiance. Et tout d'un coup prend forme et peut exister. Il en va de même pour toutes les équipes de production de courts-métrages. Pour cette première série d'émissions, nous collaborons avec 37 producteurs, 28 réalisateurs, 31 scénaristes afin de vous présenter 26 films. Tous travaillent fort et savent que les auteurs de courts-métrages espèrent plus qu'une courte carrière. C'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez sur notre site Internet de l'information supplémentaire sur ces œuvres et sur les gens qui les ont réalisées. Vous avez envie de réagir à ces films? Écrivez-nous. Nous transmettrons vos messages aux auteurs. Notre prochain rendez-vous se joue sous le thème des voisins. Ceux qui nous font nous sentir seuls. Ceux qui ont l'air seuls. Ceux qui nous donnent vraiment envie d'être seuls. On se laisse sur quelques extraits. Mais n'oubliez pas, si les paroles s'envolent et les écrits restent, il faut que les films passent. Peut-être qu'en fait, il raconte ce qu'il voit à une femme étendue sur un divan.
qui revient de sa traversée du désert. Je t'attendais, je t'attendais. Bizarre, elle, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Bec et Museau. Cette semaine, on est au Zoo de Granby et mon invité adore les West Island White Terrier. C'est un chien. Ben, ce terrier-là est en train de se faire remplacer parce qu'il est en train de tomber en amour avec un petit wallaby, mesdames et messieurs, Réal Bélan. Hey! Allô, Réal. Salut! Tu vois ce que c'est de porter un enfant? Ben oui, c'est ma petite dernière, ça. Ouais, c'est ça. Ben, le zoo m'a donné la permission de te dire que tu peux partir 9 mois avec. Ah, c'est le fun. Ouais, tu vas savoir ce qu'on vit pendant 9 mois. Parfait. Les os ont crevé, je pense. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ça me fait Réal. plaisir. On va passer une belle journée ensemble. Mais je sais que tu... Oh, il est caché. Ah, il s'est caché la tête. Pas grave, il fait bien. Je pense que tu as deux petites filles, Charlotte et Oui, Juliette. oui. Je pense qu'elles tomberont en amour. Oui.
Ça serait peut-être un remplacement pour Zizit? Ouais, ça se fait-tu des cacas, ça? Ça fait quoi, ça? Faut pas que ça en fasse trop dans la maison. Pas trop, non. Je parle de Zizit. On va quand même mettre nos téléspectateurs au courant. Et j'ai parlé du West Island White Terrier. Ça, c'est une race de chien que tu adores. J'adore ça parce que j'ai eu ça depuis que je suis tout petit. OK. Je suis né, puis mes parents en avaient déjà un. OK. Puis je l'ai eu pendant 5-6 ans. Après, il est décédé. Puis on en a eu un autre que j'ai eu pendant 14 ans, qui est décédé aussi. Puis j'en ai eu un troisième qui s'est fait frapper par un auto quand elle avait 2 ans. Puis avec ma blonde, quand je suis parti vivre en appartement avec ma blonde, on en a acheté un 4e. Et c'est quelque chose quand même, dans une vie 4 fois, la même race. Il faut aimer ça. J'aime beaucoup ça. Mais la dernière, tu l'as... C'est Zizit? Oui. Pourquoi Zizit? Parce que... Mais, je veux dire, c'est cute, là, mais je veux dire, j'aime toujours demander d'où ça vient, tu sais, les surnoms qu'on donne. C'est un dérivé de Brigitte. La première s'appelait Brigitte, pour Brigitte Bardot. Mon père l'avait baptisée comme ça, parce qu'elle avait le toupet de blonde en face. Mais... Donc, c'est après... confirmé, tous les parents baby boomers ont capoté sur Brigitte Bardot, hein, la preuve, tu sais. Oui. Puis c'était un peu... Mes parents avaient un ami qui s'appelait Brigitte, puis c'était un petit peu bizarre dans la maison quand mon père appelait le chien. Fait qu'ils ont décidé de le donner comme surnom Zizit. OK. Ouais. Et puis Zizit a dû, partir à un moment donné. Ouais. Il y a beaucoup de parents qui nous regardent, qui ont vécu ou qui vont vivre l'expérience de dire à leurs enfants que l'animal domestique, il doit partir, il va se faire piquer. Ça a-tu été difficile pour toi d'annoncer ça à tes filles? Comment tu as fait ça? J'ai trouvé ça assez spécial. Mais premièrement, je leur ai pas dit qu'on l'a fait tuer parce que ça me tentait juste de leur dire on l'a donné à une autre famille parce qu'il mordait la plus... Elle était comme vieille, puis elle mordait la plus jeune. Elle mordait Donc, ça devenait dangereux. Oui, ça devenait dangereux. Fait qu'on leur a juste dit qu'on l'a donné à une autre famille, mais ils en font pas vraiment de cas. C'est ça qui est bizarre. Aujourd'hui, il y a de la vie. Ouais. Il y a des animaux partout. On va visiter ça ensemble. Ça te tente-tu? OK, ça me tente certain. OK, fait qu'on se prépare. Puis en attendant, je vous laisse la chronique de Sophie Grégoire. À tout de suite. Pratique, patience, persévérance. C'est une belle leçon de vie, mais c'est aussi une leçon qu'on enseigne au Centre canin des Ruisseaux. Alors, je suis en compagnie de toute la famille des Ruisseaux. Et vous vous spécialisez en quoi exactement? En éducation, en pension, on voit les chiens à problèmes de comportement ou tout simplement quelqu'un qui veut éduquer son chien. Quel genre d'activité vous faites faire aux chiens pour qu'ils l'apprennent? L'éducation de base, les bonnes manières. C'est pas fait pour faire des pirouettes. C'est vraiment pour que ça soit agréable pour les gens à la maison de vivre avec leur chien. Au début, on apprend au chien à ne pas sauter, à ne pas mordiller, à bien se comporter, avoir une belle attitude envers les êtres humains. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on lui apprend à bien marcher pour prendre une belle promenade et puis à s'asseoir quand on arrête de marcher, se coucher. Coucher prolongé quand on a de la visite ou des trucs comme ça, puis on veut que le chien reste tranquille. On a aussi la position tapis, qui est un petit peu moins exigeante pour le chien. Donc, le chien sur le tapis peut rester couché, assis, peut se lever debout, mais doit rester sur son tapis. Ginger, heel. Good girl. Yes. Toujours fait en motivation positive. On essaie toujours d'encourager le chien. On essaie toujours de travailler en forme de jeu pour que le chien trouve que ça soit agréable de travailler. Good girl. Come on. Come on. Ginger, ça. Good girl. Yes. Non. Viens, mon chien. Non. Non. Je pense que ça ne marchera pas. Comme l'humain, le chien qui ne fait pas d'erreur n'apprend rien. Mon Dieu! OK, c'est-tu normal? C'est spectaculaire, extraordinaire. Faut venir voir ça aux Zoo de Granby, la volière avec des petits perroquets. Regardez ça comme c'est beau. C'est quoi le nom déjà? Des dindes. Non, il y a un nom. Le nom, c'est des... Des loriquets. Des loriquets. C'est une nouveauté
nouveauté cette année, je vous présente M. Bernard Ricard, Réal.